Merci Christophe. Caroline Leglange, je vous invite à me rejoindre. Donc, bonjour à tous, je suis Dominique Lehal et je dirige une agence éditoriale spécialisée en santé numérique et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette matinée donc dans les présentations que Christophe Boutin vient de nous rappeler. Donc Caroline, vous êtes chef du bureau des systèmes d'information des acteurs de l'offre de soins à la direction générale de l'offre de soins au ministère. Donc cette DGOS, je pense que beaucoup d'entre vous le savent ici, élabore et contrôle la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l'offre de soins, et plus particulièrement des politiques publiques avec un volet numérique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, dans un rapide panorama, quels sont les programmes et les chantiers en cours en matière de systèmes d'information et de dématérialisation, puisqu'on a eu un mot déjà sur Open e-parcours, mais plus globalement, il y a un grand nombre de chantiers autres qu'on peut relier sous le même terme de dématérialisation. Alors, c'est vrai qu'à la DGOS, c'est la Direction générale de l'offre de soins. On a un ensemble d'actions pour transformer notre système, pour l'améliorer, notre système de santé. Et donc, le levier numérique pour nous est essentiel. C'est bien un levier au service de la transformation des organisations, de l'évolution des métiers. Ce n'est pas des projets techniques que l'on porte, c'est vraiment, donc ça a bien été rappelé là tout à l'heure, c'est bien l'usage des projets de transformation globale. Il s'agit bien de profiter du levier numérique pour revoir nos organisations, pour penser autrement l'utilisation, l'échange de nos informations pour améliorer notre système de santé, améliorer la qualité des prises en charge et la performance d'un point de vue global, c'est-à-dire même l'efficience économique, l'efficience aussi de l'utilisation de nos différentes ressources. Donc c'est bien une vision de performance dans sa globalité et un levier numérique au service de transformation métier, de transformation des organisations. Et donc dans ce cadre-là, la DGOS porte un ensemble de programmes que l'on essaye de plus en plus de coordonner, de rendre cohérents autour de la dématérialisation, par exemple, de la fonction de la chaîne facturation paiement, donc à travers Symfony. Donc là, c'est vraiment l'optimisation, on va dire, des fonctions support. On commence à travailler. Ça a un impact aussi vers les patients, puisqu'on va simplifier le parcours administratif. Donc ça, c'est un sujet que l'on porte. On a tout un ensemble aussi de projets autour de la dématérialisation, toujours des fonctions support en lien avec la DGFiP, où il y a un ensemble aussi d'exigences réglementaires. Donc là aussi, on essaie de voir comment le numérique peut permettre de répondre à des exigences de dématérialisation, tout en optimisant nos organisations. Parce qu'il ne suffit pas toujours de dématérialiser, c'est-à-dire de supprimer le papier. Il faut derrière revoir aussi les organisations, les process, pour faire en fait de la dématérialisation, on va dire intelligente, et que on puisse vraiment optimiser notre système. Donc là, c'est vraiment dématérialisation sur la partie fonction support administratif. Et après, il y a dématérialisation aussi d'un point de vue global. On accompagne la convergence des systèmes d'information de GHT. C'est vraiment une transformation d'ampleur pour les établissements publics. Et on porte le levier numérique comme un levier stratégique pour réussir cette transformation, cette mise en place de groupements. Donc là, c'est une transformation globale. Et après, on a les programmes Open, e-parcours, où là, c'est une transformation des métiers, de la prise en charge aussi. C'est bien le système d'information pour améliorer la qualité des soins en tant que tel. Donc voilà, ça, c'est pas un panel exhaustif. On a un ensemble de sujets. Il y a le programme SI-SAMU aussi. Il y a un programme aussi national, le répertoire opérationnel des ressources pour faciliter la mise à disposition de l'offre de soins, de mieux la répertorier et mieux la faire connaître. En tout cas, on a un ensemble de sujets où le numérique est porté voilà, et ça touche l'ensemble du système de santé, les établissements de santé, le décloisonnement des prises en charge, l'optimisation des processus, qu'ils soient métiers ou support. C'est vraiment ce qu'on porte à la DGOS. Très bien, moi je pense que ça valait la peine de rappeler effectivement ce vaste panorama, parce que ce qui est le plus visible, c'est tout ce qui est autour du dossier patient et aujourd'hui de la stratégie Ma Santé 2022. Donc cette stratégie dont Christophe Boutin nous a rappelé qu'elle avait été annoncée il y a deux mois à peu près, et qui a vocation à améliorer la qualité des prises en charge, articuler, coordonner les professionnels de santé, les médico-sociaux, avec le volet numérique de cette stratégie. Alors quel impact justement cette stratégie a sur les systèmes d'information en santé et sur quelle est la dimension numérique de cette stratégie ?
C'est vrai que le levier numérique est un axe fort de Ma Santé 2022. Ça a été un des 5 leviers qui a été rappelé ou pour lequel il y a eu un rapport, le rapport Poncouri sur ce volet numérique. Et en fait, c'est pour porter l'engagement fort de Ma Santé 2022, c'est décloisonner le système. Le levier numérique est essentiel. Il est essentiel pour remettre le patient au cœur du système, favoriser la qualité des soins, mettre en place des collectifs de soins. Et tout ça ne peut se faire qu'avec un levier numérique performant. Il y a des engagements forts, des investissements associés. Tout au long de Ma Santé 2022, il y aura des échéances, des réalisations, jusqu'à 2022, où là, il y a vraiment un engagement fort qui est la mise en place de l'espace personnel numérique de santé, où l'ensemble des usagers vont retrouver des informations sur sa santé, des informations sur l'offre de soins, un ensemble de services qui pourront retrouver également accessible, par exemple, dans les établissements de santé, mais également qui pourra y retrouver dans son espace personnel. Et ça, c'est un engagement fort qu'il n'y avait pas eu forcément dans les années précédentes, où on met vraiment le levier numérique à l'honneur. On attend vraiment de ce levier numérique qu'il porte des fruits pour porter les engagements de Ma Santé 2022. Et c'est vrai que derrière, il faut investir, mieux utiliser le levier numérique, décloisonner, c'est-à-dire aussi rendre interopérables nos systèmes. Et ça, c'est vraiment les enjeux des 4 prochaines années. C'est usage, décloisonnement, interopérabilité. Et donc ça va vraiment impacter fortement, nos programmes, comment on les voit. Donc c'est pour ça qu'on a ajusté en conséquence notre programme Open, qui prend la suite d'Hôpital Numérique, et le programme e-parcours, qui s'appuie aussi sur l'expérience TSN, mais pas que, qui prend en compte les engagements et les objectifs de Ma Santé 2022. Alors, vous allez nous parler un peu plus largement donc, du programme Open, qui est la poursuite, la continuation du programme Hôpital Numérique, mais peut-être après un petit bilan d'Hôpital Numérique, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la maturité de l'hôpital avec un grand H en France sur le plan numérique? Est-ce qu'on peut dire qu'on est pratiquement au bout du chemin, ou à 70% du chemin? Alors, s'il faut chiffrer, on va dire, moi, les derniers chiffres que j'ai, on est plutôt, on va dire, à 60% du chemin. Donc, juste en rappel, le programme Hôpital Numérique, c'est la feuille de route des systèmes d'information hospitaliers pour la période 2012-2018. Donc, c'est bien de rappeler qu'on était en 2012 au lancement. Ce qui est important, c'est qu'il a fixé, on va dire, un socle de maturité commun qu'on a pu suivre après tout au long des années pour l'ensemble des systèmes d'information hospitaliers. Et il a placé l'usage des systèmes d'information hospitaliers au cœur de nos objectifs. Donc ça, c'était vraiment un peu la grande nouveauté du programme. Il avait une feuille de route qui combinait un ensemble de leviers, dont un levier financier où il y avait quand même une enveloppe conséquente, 400 millions d'euros, avec une innovation, c'est on finançait à l'atteinte de cibles d'usage, c'est-à-dire c'était une récompense, et ça vraiment, c'était différent par rapport au programme d'investissement qu'on avait pu mener précédemment. Donc ça a très bien marché. On a eu le soutien tout au long du programme des fédérations hospitalières. On a eu une gestion qui a été saluée par la Cour des comptes à plusieurs reprises, donc ça, c'était des points forts. Et nous, pendant le bilan qu'on a mené autour de la fin de ce programme, c'est que vraiment, il a permis d'engager une dynamique positive et stratégique aussi, une prise en compte stratégique du système d'information, de l'importance de son usage, de sa maturité pour les établissements de santé. Donc ça, c'était un point fort. Par exemple, si on prend les prérequis, qui, comme leur nom l'indique, sont essentiels avant de passer à des étapes de développement ultérieures, quels sont les indicateurs qu'on peut retenir en matière de prérequis? Je rappelle, ils portaient sur l'identification, par exemple, qui est un point clé et parfois un frein dans le développement du système d'information en santé. En fait, pour les prérequis, il y avait trois grands prérequis sur l'identité mouvement, sur la confidentialité aussi, la sécurité des systèmes d'information et le suivi de la disponibilité des applicatifs. Donc pour nous, ça a autant d'importance, ces trois. C'est vrai qu'il y avait un enjeu majeur on a un référentiel d'identité partagée, on peut suivre la disponibilité de nos applicatifs, on a une politique de sécurité qui est mise à jour, actualisée, et on sait authentifier, tracer l'accès aux applicatifs où il y a des données de santé, donc des données sensibles, pour assurer une confidentialité des informations. Donc ça, tous ces prérequis, nous, on a un suivi qui me permet de voir qu'il y a 60%, donc j'espère là maintenant un peu plus, parce que les données datent de mars 2018, qui sont au niveau de ces trois grands prérequis.
Donc on voit qu'il y a quand même 40% qui n'y sont pas. Alors ce qu'on peut voir, c'est que la marche à franchir est encore est petite pour, on va dire, 25% de ces 40%, voilà, une plus grosse partie de ces 40%, mais quand même, il y a encore, on va dire, 15% qui doivent encore faire beaucoup d'efforts pour formaliser les bonnes pratiques, dédier des ressources pour assurer une informatisation en toute qualité. Pour les prérequis, c'est vraiment le socle de maturité minimum pour s'informatiser dans de bonnes conditions. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dynamique qui est engagée, des efforts ont été fournis, mais par contre, il y a encore quand même beaucoup de choses à faire sur, on va dire, ce socle minimum de maturité. Et après, sur les domaines fonctionnels d'informatisation, on avait 5 grands domaines d'informatisation, dossier patient informatisé, prescription électronique. Les niveaux d'atteinte sont fortement hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y a, on va dire, près de la moitié des établissements qui se disent atteindre les domaines D5 sur le pilotage médico-économique et prescription électronique. Donc c'est bien, mais par contre, pour le reste, dossier patient informatisé, on est à 15% d'établissements qui se disent au niveau d'usage pour ce domaine. Donc on voit que là aussi, en termes d'informatisation interne, il y a encore beaucoup d'efforts à poursuivre. Quel que soit l'établissement, quelle que soit sa taille. Ce qu'on peut voir aussi, et ça on le rappelle, et on espère aussi que la suite du programme permettra d'engager, on va dire, un effet de levier, c'est que l'investissement dédié au système d'information, c'est vrai, reste stable, à moins de 2% en moyenne du budget d'investissement et même de fonctionnement. Et donc ça, c'est surtout ça qui aura un impact sur est-ce que l'établissement se donne les moyens pour atteindre ce socle de maturité, pour pouvoir s'informatiser dans de bonnes conditions et à un niveau suffisant. Et donc, voilà, on se dit, il faut donc poursuivre nos programmes de modernisation et toujours prévoir un programme avec bien sûr une enveloppe de financement dédiée, mais il faut poursuivre les efforts pour... Alors vous parliez tout à l'heure d'une enveloppe de 400 millions d'euros pour la période qui vient de s'achever, hôpital numérique. Est-ce qu'elle a été totalement utilisée ? À 95%. Donc ça montre quand même une réussite, en tout cas pour nous, parce que c'est vrai que c'est une atteinte, c'est un financement à l'atteinte de cibles d'usage. Donc il faut que les établissements réussissent leurs objectifs pour bénéficier du financement. Enfin, ça reste déclaratif pour l'instant. Pas seulement, parce qu'on a un volet contrôle, inspection-contrôle, qui sera poursuivi aussi dans la suite du programme, où on va voir, bien sûr, c'est de façon minime, mais un certain nombre d'établissements pour s'assurer que ce qui a été déclaré sur notre observatoire correspond à la réalité. Donc là aussi, ça nous permet en fait, de s'assurer de la réalité des choses. Ce qui est important aussi de rappeler, ce qui a fait la force du programme Hôpital numérique et qui sera poursuivi, c'est une intégration de nos exigences dans la certification HAS. Et là aussi, ça a induit qu'il y avait des contrôles aussi sur ce volet-là, sur le volet numérique, qu'il y avait aussi des plans d'action qui étaient demandés, des fois des réserves, des certifications, avec une demande d'amélioration. Et donc ça aussi, ça nous permet de nous assurer de ce qui est déclaré correspond à une réalité, que dans les pratiques, le volet numérique est bien intégré pour améliorer les pratiques de soins, la qualité de prise en charge. Alors, vous nous avez rappelé quels étaient les 3 prérequis du programme Hôpital numérique. Il y a un nouveau prérequis qui est prévu avec le programme qui arrive, donc qui s'appelle Open, pour hôpital ouvert sur son environnement. Et peut-être vous devez nous préciser où on en est de l'adoption de ce nouveau programme Open aujourd'hui, avant de nous dire ce qu'il comporte. Alors, le programme Open, on a commencé à travailler sur la suite d'Hôpital numérique depuis maintenant le mois de février 2018 avec un ensemble de partenaires pour voir comment on faisait évoluer les indicateurs. On a ajusté le programme en fonction des objectifs de Ma Santé 2022, c'est-à-dire que pour Open, c'est hôpital numérique ouvert sur son environnement. C'est bien, on continue les objectifs d'informatisation interne, mais aussi, il faut que l'hôpital maintenant s'ouvre sur ses partenaires professionnels et également puisse offrir des services numériques à ses usagers. Et donc, c'est ces 2 grands enjeux qu'on intègre maintenant dans Open. Ça se traduit concrètement par un nouveau prérequis sur l'échange et le partage. Et ce n'est pas des grandes nouveautés que l'on introduit, c'est vraiment une DMP compatibilité. Donc là aussi, il y a un grand programme de communication autour de la généralisation du DMP. Donc on accompagne cette généralisation. Aussi, une messagerie conforme à l'espace de confiance MS Santé. Donc on peut échanger avec ces professionnels de santé à l'extérieur via cette messagerie sécurisée, donc qui est conforme à l'espace de confiance. Et également le peuplement du répertoire opérationnel des ressources, que l'établissement aussi puisse
peupler de façon régulière, on va dire semestrielle, une information minimum sur son offre de soins dans ce répertoire-là qui est national et qui sera également mis à disposition de l'ensemble des professionnels pour mieux orienter les patients. Donc ça, c'est les nouveaux prérequis. On continue les exigences sur les prérequis dits historiques, qu'on revoit avec un accent aussi sur la sécurité. La cybersécurité, c'est un enjeu fort pour actuellement et pour les prochaines années. Donc là, on renforce nos exigences. Identité patient, on intègre les exigences sur l'INS, qui arrive pour 2020. Donc là aussi, on actualise en fait les prérequis avec la réglementation en cours et aussi les besoins, les nouveaux besoins qu'il y a. Et aussi sur la partie confidentialité, on intègre tout ce qui est réglementation RGPD. Il n'y a pas de grande nouveauté, vous verrez, voilà, ce que vous travaillez pour répondre à des exigences réglementaires, ça sera intégré dans Open. Est-ce qu'il y a une opposabilité de certaines exigences ou prérequis à venir ? Concernant l'opposabilité, nous on reprend, ça sera repris dans la certification V 2020, la certification HAS. Donc ça c'est important de le dire. Après c'est les prérequis, donc ça reste les prérequis dans la même esprit que ce qu'on avait mis dans le programme hôpital numérique. Donc l'opposabilité c'est le socle minimum de maturité. On l'augmente parce que les exigences augmentent autour du numérique et on poursuit ces efforts-là. Le programme est lancé ou il est encore en cours de... Il est en cours de finalisation. On commence à faire des communications un petit peu en région aussi pour sensibiliser les établissements aux nouveaux indicateurs, aux nouveaux prérequis qui commencent à les intégrer, qu'on puisse ajuster. Nous, l'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, qu'on mette en concertation publique les nouveaux guides des indicateurs, comme ça avait été fait dans le programme hôpital numérique, qu'on publie la feuille de route et qu'on puisse lancer le volet financement. Voilà, donc ça, c'est nos objectifs. C'est assez tendu pour cette fin d'année, mais on y est. Donc pour nous, c'est important de commencer à sensibiliser. Et je profite, c'est pour ça de cette journée pour pouvoir vous informer et donner quelques informations. Juste pour terminer sur Open, par rapport aux nouveaux domaines aussi, donc nouveaux prérequis, on a également deux nouveaux domaines d'usage. On garde les 5 domaines fonctionnels d'informatisation interne, qui reste essentiel. Le domaine D2 sur le DPI, dossier patient informatisé, et D3 sur la prescription électronique restent des enjeux majeurs. Il faut continuer les efforts parce que beaucoup d'établissements ne sont pas au rendez-vous. Et on rajoute 2 nouveaux domaines sur l'échange et le partage vers les partenaires extérieurs, donc vers les professionnels, où on met en avant toujours alimentation du DMP, utilisation de la messagerie sécurisée. Donc ça, c'est vraiment c'est des axes forts. Et un domaine, le domaine D7, sur les services numériques aux patients, où là aussi, l'objectif, c'est de développer la prise de rendez-vous en ligne, tout ce qui est dématérialisation des consignes pré- et post-opératoires, services de préadmission, en tout cas un ensemble de services qui permet de faciliter le séjour ou la venue des usagers à l'hôpital, en établissement de santé. Ok. Donc on va passer au programme e-parcours. Vous aurez peut-être des questions à la fin de cette présentation pour aller plus avant sur des détails du programme Open. Alors le programme e-parcours, donc c'est un prolongement de territoire de soins numériques. Alors même exercice, un petit bilan de territoire de soins numériques dont on attend peut-être l'évaluation d'ailleurs prochainement. Qui devait être faite par un institut universitaire de Bordeaux. Et puis, ce que prévoit e-parcours, donc, qui correspond en fait à la généralisation des territoires de soins numériques France entière. En fait, territoire de soins numériques, ça a permis d'expérimenter 5 laboratoires territoriaux qui couvraient une population d'1,4 million d'habitants avec une différentes situations. C'était des territoires ou ruraux avec des déserts médicaux ou fortement urbanisés mais avec des populations précaires. Un ensemble de situations qu'on souhaitait couvrir et tester en fait des nouvelles organisations avec l'appui du numérique. Moi, je le rappelle, c'est vraiment l'enjeu, c'était revoir nos organisations, le décloisonnement, les nouvelles organisations autour de parcours dits complexes à travers territoire de soins numériques. Donc le volet numérique, c'était vraiment en complément de projets organisationnels qui ont bien marché avec un portage fort des professionnels sur le terrain, une co-conception des outils, c'était ce qui était recherché à travers territoire de soins numériques,
Un bilan qui a été fait en fait au fil de l'eau via des publications de l'ANAP sur plus le volet organisationnel, méthodologique sur la mise en place de plateformes territoriales d'appui notamment, et sur le volet technique avec des publications de l'ASIP sur le référencement des services et fonctionnalités et un cadre en fait d'interopérabilité, des standards d'interopérabilité qui ont été codéfinis aussi avec les acteurs, dont les industriels qui étaient concernés. Parce qu'en fait aussi, il ne suffit pas de mettre à disposition des nouveaux services, il faut aussi que ces services s'intègrent dans un existant avec des services régionaux, des services nationaux, des logiciels déjà sur les différents qui existent sur les professionnels. Donc là, un enjeu fort aussi d'intégration de ces solutions. Donc voilà, un ensemble de capitalisations qui ont été faites au fil de l'eau, beaucoup à la fin. Donc moi, je vous invite à aller voir le site de l'ASIP et de l'ANAP où vous retrouverez l'ensemble des publications. Et une évaluation scientifique qui est en cours via l'ISPED qui est rattaché à l'Université de Bordeaux, et qui fait vraiment une évaluation scientifique sur différents aspects, comment ça a impacté les pratiques professionnelles, comment les usages ont été déployés, quel impact sur les prises en charge, sur par exemple éviter des passages aux urgences sur des populations très complexes qui sont prises en charge à domicile en priorité, donc comment ça évite des passages aux urgences. Donc tous ces impacts-là sont en cours d'évaluation. Il fallait un temps, parce qu'on n'a pas tout de suite les impacts, parce qu'il faut s'approprier les outils, et il faut que qu'on puisse voir les effets sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'en fait, les résultats de l'analyse seront plutôt 2019, on espère premier trimestre, pour pouvoir après ajuster aussi nos éléments de programme en cours de route, puisqu'on sera au lancement du programme e-parcours. Et donc, on a quand même pu identifier des éléments de réussite qu'on souhaitait pouvoir porter à travers le programme e-parcours qui généralise en quelque sorte cette expérimentation, mais qui prend en compte aussi un ensemble d'ambitions à travers Ma Santé 2022. On n'est plus seulement sur des dispositifs d'appui, on est aussi sur des collectifs de soins qu'il faudra aussi équiper. Je pense au CPTS, aux communautés professionnelles territoriales de santé. Donc là aussi, il faut qu'on ajuste le programme en conséquence, puisqu'on élargit un petit peu les organisations et le public qui est visé. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il a fallu un peu plus revoir comment on intègre, on coordonne ces services-là. Ces services, on parle de bouquet de services intégrés, c'est ce qu'on retrouve dans Ma Santé 2022 pour les professionnels, avec des services socles, DMP, MS Santé, à venir la e-prescription, donc tous les services notamment développés par l'assurance maladie, et voir comment on se coordonne et on évite la duplication d'outils qui restent cloisonnés. Ça a été annoncé en introduction. C'est ce cloisonnement qu'on veut éviter, parce que quand on veut créer des collectifs de soins décloisonnés, il faut que les outils numériques ils suivent le mouvement et qu'ils s'intègrent, qu'ils soient interopérables. Et c'est un enjeu-là que l'on souhaite porter à travers e-parcours. Et donc on souhaite beaucoup plus appuyer que dans le cadre de TSN, où on est sur de l'expérimentation. Là, on est généralisation, donc il faut vraiment travailler sur l'interopérabilité. Aussi, une urbanisation, c'est un enjeu fort aussi qui a été mis en avant par le rapport Poncouri, une urbanisation cohérente. Qu'est-ce qu'il y a au service en termes de service national, service socle? Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau régional? Qu'est-ce qu'on retrouve après au niveau plus groupement d'établissements type GHT et puis établissement? Donc ça aussi, on est en train de bien le voir pour bien que ça soit harmonisé, cohérent et qu'on n'ait pas en fait l'empilement d'outils. Que ces outils-là puissent vraiment être en cohérence pour servir ces nouvelles organisations qui se mettent en place. Alors vous le pilotez nationalement, mais en fait il est organisé autour des régions et ce sont les agences régionales de santé qui le gèrent, ce programme e-parcours. Tout à fait. Nous, on s'appuie sur le réseau d'acteurs et sur les réseaux en proximité. Nous, on a un grand programme, un cadre, mais c'est pareil pour Open, c'est la même chose. Et il y a une déclinaison au niveau régional. Et on laisse aussi la région pouvoir adapter le programme en fonction de ses priorités, en fonction aussi d'un existant, d'enjeux de territoire. Nous, c'est important aussi, quand e-parcours, mais également Open, c'est la même chose, c'est vraiment un portage par les acteurs du terrain. E-parcours, il faut que des projets de prise en charge collective se mettent en place pour pouvoir être outillés, pouvoir bénéficier de financement. C'est vraiment c'est un portage de terrain par les professionnels. D'abord, c'est vraiment des projets de prise en charge partagés. Pareil pour Open, c'est des projets d'usage des systèmes d'information, avec en proximité l'ARS qui pilote cette déclinaison-là. Et c'est vraiment ce schéma-là que l'on souhaite faire perdurer sur ces deux nouveaux programmes. Alors,
ils vont véritablement, concrètement démarrer plutôt en 2019, avec un guichet, si on peut appeler ça comme ça, donc auprès de l'Agence régionale de santé, et une sélection des projets par l'Agence régionale de santé. C'est une sélection, nous on valide au niveau national pour s'assurer qu'en fait ça rentre dans une éligibilité nationale, une harmonisation en fait. Donc il y a bien des pratiques régionales, mais bon, nous il faut qu'on s'assure qu'au niveau national il y a une cohérence aussi dans tout ça. Ça a été aussi une des critiques, je suis en toute transparence, du programme Hôpital numérique, où les acteurs du terrain, les établissements nous disaient qu'il manquait d'informations sur, ils voyaient un programme national et il manquait d'informations sur la déclinaison régionale, ou peut-être des différences de traitement entre régions où ils n'avaient pas en fait de raison, où ils ne comprenaient pas. Donc nous, voilà, pour la suite, on s'est dit qu'on va quand même renforcer le pilotage national avec des informations plus régulières de communication sur comment est décliné le programme en région, et puis nous un suivi de chaque région pour bien s'assurer d'une déclinaison cohérente quand même de nos programmes sur le terrain. Alors, il y a eu une autre critique aussi au moment de la formation des groupements hospitaliers de territoire versus le programme Hôpital numérique, qui était un programme concernant un établissement, chaque établissement à part entière, alors qu'on était en train de former des groupements d'établissements. Donc, comment a évolué cette vision avec le programme Open, comment sont prises en compte les questions de mutualisation de moyens et de convergence des systèmes d'information au sein des groupements hospitaliers de territoire. C'est ma dernière question. Je vous laisse vous préparer à demander le micro si vous souhaitez interroger Caroline Legloan sur 2-3 autres sujets. Alors, juste pour terminer, on prend bien en compte l'exigence de convergence des systèmes d'information dans le programme Open. On a un dispositif d'accompagnement dédié au GHT, mais bon, dans le programme Open, comme c'est un programme qui concerne l'ensemble des établissements, pour les établissements publics, on intègre des exigences sur la convergence de leurs applicatifs, sur des exigences réglementaires, sur une identité patient commune au niveau du GHT, sur la mise en place, sur la définition d'un schéma directeur aussi, qui était demandé. Donc ça sera intégré. Mais parce que il y a des exigences aussi, et on accompagne cette convergence aussi en quelque sorte via Open, même si c'est un programme qui concerne l'ensemble des établissements de santé. La dimension mutualisation, on va un peu plus l'intégrer aussi quand même plus largement dans Open, pas seulement pour les GHT, mais il sera possible aussi pour les établissements privés, à but lucratif ou non lucratif, d'identifier s'ils ont une stratégie de groupe. Parce que c'est ce qu'on avait eu dans le programme Hôpital numérique, et on n'avait pas de visibilité pour voir quand il y avait une stratégie de groupe, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Et donc c'était un petit peu difficile. Donc là, on aura la possibilité d'identifier s'il y a un portage groupe, et ça sera aussi plus facile pour communiquer et informer l'ensemble des établissements, notamment quand ils ont cette stratégie-là. Alors merci Caroline pour cette synthèse, qui est donc jamais un exercice facile en quelques minutes de brosser des programmes aussi vastes et ambitieux. Vous avez peut-être, puisqu'on est resté généraliste, vous avez peut-être une ou deux questions, des précisions à demander sur. On peut prendre 4-5 minutes et on va vous apporter un micro. Enfin, je vais vous apporter un micro. Oui, bonjour, Vincent Delivet, directeur du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde. Pour communiquer, il faut être 2, au moins, voire plus. Quelle vision avez-vous du déploiement de MS Santé auprès des médecins libéraux, sages-femmes libérales, tous les praticiens avec qui on travaille? Parce que nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'on peut avoir déployé MS Santé dans tous les secrétariats au niveau des médecins, etc. Mais de l'autre côté, on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de trous dans la raquette. Voilà, donc... comment vous voyez ça du niveau national et quelles sont les politiques pour accélérer et faire en sorte que tout le monde soit dans le même espace de confiance? Alors oui, c'est une situation qu'on a bien en tête. L'idée, c'est que vous puissiez déployer la MS Santé, mais que vous ne pouvez pas non plus trop influer sur l'usage de vos partenaires professionnels. L'idée, c'est pouvoir animer un annuaire aussi, qui soit actualisé. Donc là, ça sera bien intégré dans Open. Nous, on travaille vraiment étroitement avec l'assurance maladie,
pour qu'ils puissent avoir leur action. Ils ont un ensemble de ressources pour déployer ces services-là auprès des professionnels libéraux. Donc on travaille en lien avec eux pour qu'eux aussi puissent appuyer le développement de cet espace de confiance dans le monde libéral. Mais c'est vrai qu'on a bien intégré cette situation pour que vous ne soyez pas défavorisés quand vous êtes dans un bassin, on va dire dans un territoire où c'est très peu déployé. Bon, vous avez déployé, vous l'utilisez, en tout cas vous essayez, vous en faites la promotion. Mais nous, il faudra bien qu'on s'assure qu'il y a un minimum d'usage, mais on ne va pas fixer des cibles d'usage sur un nombre d'envois de messages électroniques, parce qu'on sait que vous êtes trop dépendant par rapport à un déploiement que vous ne maîtrisez pas en fait, côté établissement de santé. Donc on a bien intégré cette situation. On va travailler avec l'assurance maladie pour que des deux côtés il y ait une promotion de cet espace-là. Et Thomas Lauré, directeur de l'hôpital La Porte Verte à Versailles, et porteur du projet e-parcours sur le territoire du Grand Versailles. Ma question porte sur comment vous envisagez précisément de faire converger e-parcours et DMP, et comment vont s'imbriquer ces deux outils. Quelle est la logique ? En fait, la logique, c'est que c'est une complémentarité. Le DMP, c'est bien un outil qui est pour le patient et pour les professionnels de santé. E-parcours, on est du décloisonnement vers le médico-social et le social. Donc le DMP ne peut pas être le seul outil de coordination. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil de coordination complémentaire. Mais nous, on attend aussi les industriels sur comment ils vont mettre en avant cette complémentarité, cette intégration. Ça a été fait sur la solution d'Île-de-France TSN, où quand même ils ont beaucoup travaillé sur cette intégration DMP et l'outil Terrisanté, avec une intégration au poste de travail. On peut cliquer sur Terrisanté avec aussi une icône DMP qui permet d'alimenter le DMP ou de pouvoir voir ce qu'il y a dans le DMP en parallèle de l'outil de coordination. Et c'est ça qu'on souhaite promouvoir. C'est pas un DMP bis qui va être fait dans les parcours, c'est des outils complémentaires. Et nous, ce qu'on va attendre aussi en termes de solutions, c'est comment les éditeurs quelles solutions ils peuvent proposer pour mettre en avant cette complémentarité. Mais c'est vrai que le DMP, ça sera pour le professionnel de santé. E-parcours, c'est plus large. Donc il y a un outil de coordination qui sert les parcours et qui s'appuie sur le DMP pour les informations qu'il y a dans le DMP. Il y a 9 grands types d'informations qu'il y a dans le DMP. Donc voilà, donc il faut jouer sur cette complémentarité-là. Donc c'est ce qu'on attend.